Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle conférence thématique s'inscrivant dans le cadre du Forum de l'action publique locale. Donc aujourd'hui, ou les thèmes que nous allons aborder sont thèmes autour de l'action sociale et plus précisément le challenge de l'insertion par l'emploi. Alors peut-être avant de commencer, rappeler le déroulé de la conférence thématique. Donc, dans un premier temps, je commencerai par introduire le sujet et puis présenter les intervenants que nous pouvons d'ores et déjà remercier pour leur investissement sur le sujet. Dans un second temps, nos intervenants présenteront une action publique concrète qu'ils ont mis en œuvre. Et puis, nous enchaînerons avec un temps de débat problématisé pour conclure sur un temps d'échange avec l'assistance. Donc, l'insertion par l'emploi est souvent vue par le prisme justement uniquement de l'emploi, et comme notamment nous avons pu le voir de la récente actualité des débats présidentiels où on a parlé justement de chômage, de dépenses publiques, et malheureusement, tout ce secteur d'activité a été abordé par le prisme des montants et des différentes allocations. Pour rappeler quelques chiffres, le taux de chômage en France s'élève à 7,8%, le taux d'emploi des 15-64 ans s'élève à 65%, et de manière assez générale, les dépenses publiques en matière d'emploi s'élèvent selon le ministère de l'économie à 144 milliards d'euros en 2019. Donc ces dépenses en matière d'emploi sont divisées en 3 sous-catégories. Donc les dépenses d'ordre général, les dépenses ciblées, donc ce sont les interventions de l'État sur le marché de l'emploi, et puis enfin les dépenses dites sociales. Aujourd'hui, le thème de la conférence étant le challenge de l'insertion par l'emploi, au cours de cette conférence, on espère en tout cas pouvoir répondre aux questions qui seraient les suivantes. Donc, comment se traduisent les politiques d'insertion à l'échelle locale, comment les acteurs, les différents pouvoirs publics, les entreprises, les associations s'organisent-ils pour mettre en œuvre ces politiques, et puis qui sont les bénéficiaires de la pluralité des dispositifs existants. Pour cette conférence, nous avons le plaisir d'accueillir, et je vais rentrer en premier, Madame Sophie Collet. Sophie Collet, directrice d'insertion et du logement au conseil départemental de la Mayenne, au sein de la direction des solidarités. Donc, le parcours de Sophie Collet est quand même marqué par l'action sociale. Après une école de commerce internationale, elle décide de rejoindre Lactalis, ce qui lui a amené à découvrir le paysage mayennais, et devient cadre de Lactalis pendant 6 ans. Elle passe ensuite le concours du ministère de l'Intérieur pour intégrer la préfecture de la Mayenne et travaille autour de politiques de prévention. Suite au deuxième acte de décentralisation, elle rejoint la fonction publique territoriale par voie de concours et le département de la Mayenne. Et puis, depuis 2015, elle occupe ce poste de directrice de l'insertion et du logement. Notre deuxième intervenant du secteur associatif est Jean-Pierre Monnier, qui est délégué métier insertion formation au siège de l'association Aurore depuis 2020. Auparavant, il était responsable du développement en ressources humaines de cette même association. Donc, pour redécrire succinctement ses missions, donc le délégué métier est une personne ressource qui apporte son concours au développement des territoires, donc à savoir la méthodologie, l'appui à réponse à appel à projet, la veille réglementaire, la mise en relation et l'animation de certains groupes de travail thématiques pour rester succinct. Et avant d'intégrer le secteur associatif, Jean-Pierre Monnier travaillait dans le secteur privé lucratif, et ce qui l'a amené à travailler, en tout cas à s'orienter vers le secteur associatif, ça a été une reprise d'études avec un master en économie sociale et solidaire qui lui a permis d'occuper un certain poste pour la Croix-Rouge, puis plus récemment pour l'association Aurore. Et puis enfin, dernier intervenant qui est ici présent, donc M. Patrice Allais, diplômé de Sciences Po Paris, section service public, titulaire aussi d'un DESS en gestion publique et à Paris-Dauphine. Il est lauréat du concours d'administrateur territorial, a une longue expérience dans les collectivités territoriales et occupe le poste de DGA Solidarité, Citoyenneté et Culture. Ce qui est frappant dans le parcours de M. Allais, c'est qu'il est également président du réseau Amadeus, donc l'association des missions d'aménagement et de développement économique urbain et social. Donc c'est un réseau de professionnels œuvrant
dans les services des grandes villes et agglomérations sur les champs précités. Donc, le point commun entre tous ces intervenants, c'est qu'ils mettent au quotidien toutes leurs convictions dans la mise en œuvre des politiques sociales. Et on aura aujourd'hui la chance de pouvoir croiser les regards de différentes collectivités territoriales avec celui d'un acteur associatif. Donc, pour commencer, et peut-être par excès de chauvinisme, je vais laisser Madame Sophie Collet présenter l'action du département de la Mayenne, enfin le département de la Mayenne et son action en termes d'insertion par l'emploi. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Merci Harold. Donc du coup, rapidement, hein, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Le son est bon. Ok. Donc le département de la Mayenne, hein, 307 000 habitants, une particularité, un taux de chômage très faible hein, par rapport à ce que vous annonciez au niveau du taux de chômage en France. Hein. Au quatrième trimestre 2021, le taux de chômage en Mayenne était de 4,7%. Donc l'un des plus faibles taux de France. Donc, quelques données encore chiffrées, 9 043 demandeurs d'emploi, catégorie A au 31/12/2021. Et puis, donc, sur le nombre de bénéficiaires du RSA, hein, ce qui me concerne plus particulièrement en matière de politique d'insertion, au 31 mars 2022, donc là, les derniers chiffres que nous avons, on est sur un nombre de ménages hein, très faible aussi, 3 456 ménages bénéficiaires du RSA, ce qui correspond à un peu plus de 3 747 personnes au 31 mars 2022. Donc, c'est pareil, hein, quand on rapporte le nombre de ménages sur la population totale, on est l'un des départements de France hein, qui présente un taux de ménages bénéficiaires du RSA très faible par rapport aux autres départements. Voilà cette présentation très très rapide, hein, donc avec cette particularité très forte. Donc du coup, c'est un taux de chômage très faible et qui dit un taux de chômage très faible, des besoins importants au niveau des entreprises mayennaises de recruter de la main d'œuvre avec un déficit important et donc une volonté vraiment de répondre à leurs besoins via d'autres solutions. Donc, c'est pour ça qu'on a on a lancé une démarche assez collaborative. Hein. On a fait un diagnostic alors, en interne, hein, au sein de la direction de la solidarité, des collègues de la direction, mais aussi au niveau de l'action sociale de proximité. On a essayé de faire un état des lieux au niveau de la prise en charge du public bénéficiaire du RSA. Et du coup, par rapport à ça, on a souhaité vraiment reposer tout notre accompagnement et tout notre dispositif en étant sur une nouvelle organisation. Je vais pas être trop détaillée, mais ce qu'on peut dire, c'est que vraiment dans cette nouvelle prise en charge, on a vraiment souhaité tout reprendre depuis le début. Et du coup, dès l'entrée dans le dispositif RSA, on avait imaginé une organisation hein, qui était vraiment très adaptée, où du coup, en amont, on recevait le public bénéficiaire du RSA et du coup, on lui donnait de l'information, on recueillait de l'information et après pour mieux l'orienter. En lien avec la dématérialisation, qui est du coup une donnée importante hein, en matière d'accès aux droits. L'idée, c'était vraiment de faciliter l'accès aux droits du public bénéficiaire du RSA. Alors, ce qui pose d'autres problèmes pour le public qui souffre d'illectronisme et qui a des difficultés en lien avec le numérique. Mais voilà, ça, c'est une autre problématique. Toujours est-il que maintenant, le public peut faire une demande de RSA et donc en direct via les sites de la CAF et de la MSA. Et donc, on ne rencontre plus le public lors de leur demande. Donc, c'est vrai que ça posait vraiment une question. On orientait le public avec les éléments qu'on pouvait collecter à gauche, à droite, sans vraiment le rencontrer. Donc, c'est pour ça qu'on a reposé toute notre organisation et on a mis en place une plateforme d'orientation qui permet du coup d'identifier toute nouvelle demande de RSA, de compiler de l'information, de voir si on a des informations via la CAF et via les services de Pôle emploi, puisque maintenant, il y a énormément de recoupements. Hein. On a accès à beaucoup de bases de données en lien avec RGPD, hein, bien évidemment. Et du coup, pour le public, on n'a pas beaucoup d'informations, où on pense qu'on pourrait avoir une orientation plutôt axée vers l'emploi. Pour s'en assurer, on décide du coup de convoquer le public bénéficiaire du RSA dès le début, dès son entrée, pour du coup le rencontrer, mieux le connaître et avoir des éléments le concernant.
Et ça permet de compiler ce qu'on appelle le recueil d'informations pour mieux connaître le bénéficiaire. Quelques chiffres, hein, ça a été expérimenté sur l'année 2020 et ça a été généralisé au 1er janvier 2021. Et donc, sur l'année 2021, il y a eu un peu plus de 2100 nouvelles personnes entrées dans le dispositif RSA, donc à rapprocher des 3700 personnes. Hein. Donc, on voit qu'on a un turnover important, hein, des entrées, des sorties en permanence. Donc, 2100 personnes entrées dans le dispositif RSA et 980 rendez-vous d'orientation organisés sur l'année 2021. Animés par 2 personnes. Hein, on a deux personnes plutôt sur les profils administratifs qui gèrent les requêtes et qui font les convocations à ces rendez-vous d'orientation et qui font le suivi à ces rendez-vous. Et puis des chargés d'orientation, là, qui ont 2 profils différents, un profil CIP et un profil assistante de service social, qui reçoivent ces personnes pour du coup après faire ce recueil d'informations et orienter très vite ce public pour démarrer l'accompagnement. L'orientation, bien évidemment, n'est pas une fin en soi. L'idée, c'est bien évidemment de mieux connaître la personne pour mieux l'accompagner, pour démarrer tout de suite un accompagnement et veiller à sa sortie, si possible, le plus vite possible du dispositif RSA. Donc, en lien avec cette mise en place de cette plateforme d'orientation, on a souhaité accompagner différemment le public RSA, puisque la loi du 1er décembre 2008 généralisant le RSA prévoit 2 orientations, une orientation sociale et une orientation emploi. Et on voit bien que ça délimite, les personnes ne sont pas binaires, c'est pas social, c'est pas emploi. Il peut y avoir aussi des freins multiples. Et donc, c'est pour ça qu'on a introduit ce que prévoyait plus ou moins la loi sans vraiment l'officialiser, mais la 3e voie, le socio-professionnel. Donc, ça nous paraissait vraiment important de le mettre en place. Donc, c'est pareil, on a expérimenté en 2020 et on a généralisé en 2021 avec une particularité sur le département de la Mayenne, c'est qu'on met vraiment en place un binôme pour accompagner le public bénéficiaire du RSA. Et dans le binôme, donc on a une dominante emploi, donc une personne plutôt profil CIP, conseiller d'insertion professionnelle, avec une dominante plutôt emploi, donc pour vraiment travailler le retour à l'emploi et veiller à faire du lien avec les entreprises et organiser des périodes d'immersion ou des périodes de formation. Et puis, plutôt un travailleur social, le 2e élément du binôme, qui du coup, lui, avec ce profil travailleur social, donc plutôt social, lui va plutôt lever les freins sociaux qui peuvent gêner le retour à l'emploi, notamment tout ce qui concerne garde d'enfants, quelques problématiques de santé ou bien la question du logement. Donc, c'est vraiment un vrai binôme qui prend en charge la personne avec des rendez-vous très réguliers, tous les 15 jours. Et on se rend compte que ça remet en mouvement la personne dans une nouvelle dynamique. Et on a des retours vraiment très intéressants. On a une augmentation de plus 30% des retours à l'emploi. Si on compare 2019, puisque 2020 étant une année très particulière avec la pandémie, on n'a pas comparé avec l'année 2020, mais plus 30% de retours à l'emploi entre 2019 et 2021. Grâce à cette nouvelle organisation qui permet vraiment de remettre en mouvement les personnes et en les accompagnant différemment. Alors après, on a plein d'autres outils qu'on a essayé de développer pour faciliter et pour développer cet accompagnement, des plateformes, des outils, des plateformes de positionnement sur les chantiers d'insertion, mais aussi sur les rendez-vous d'orientation, sur les premiers rendez-vous d'accompagnement, de contractualisation. On fait des rappels SMS pour que les personnes soient bien présentes et soient un maximum présentes sur les différents rendez-vous qui leur sont proposés, parce que sinon, elles s'exposent à des sanctions si malheureusement, elles ne répondent pas au rendez-vous. Mais l'idée, c'est on leur met à disposition des accompagnements, on essaye de mieux les connaître pour mieux les accompagner. Et en contrepartie, aussi, on leur rappelle leur rendez-vous via des rappels SMS pour être sûr qu'elle soit présente. On a au niveau du département de la Mayenne une offre d'outils d'accompagnement qui est vraiment importante, qui est adaptée en fonction de la typologie aussi du public bénéficiaire du RSA. On a des accompagnements spécialisés pour les gens du voyage, pour les exploitants agricoles, pour les créateurs d'entreprises, pour le public migrant, donc pour les personnes handicapées. Donc, en fonction de la typologie, on a des professionnels qui connaissent bien ce public-là, donc ils peuvent mieux accompagner. Et du coup, on a vraiment essayé d'avoir cette réactivité dans notre accompagnement. Petit exemple aussi, toujours pour illustrer sur la réactivité, c'est vrai que en lien aussi avec les orientations du plan de lutte contre la pauvreté, il nous est demandé des délais
pour aller assez vite dans ces orientations et cet accompagnement. Nous, en Mayenne, et je pense qu'on est un des rares départements à le faire, systématiquement, une fois que le rendez-vous d'orientation a eu lieu et que l'orientation est validée, donc soit sociale, soit socio-pro, soit emploi, on confirme au bénéficiaire du RSA par un courrier donc la nature de son orientation, mais on lui donne aussi le nom de son référent. L'idée, c'est vraiment de personnaliser, on est sur de l'humain, donc on personnalise, on donne le nom du référent et dès le début, on lui donne aussi la date de son premier rendez-vous pour démarrer aussitôt l'accompagnement. Et ça, c'est pareil, on ne le faisait pas. On donnait l'orientation et puis après, le rendez-vous d'orientation pouvait venir un peu plus tard, 3 semaines, un mois après. Là, l'idée, c'est on fait tout d'un coup, non seulement on donne la nature de l'orientation, mais on fixe aussi le premier rendez-vous d'accompagnement pour enclencher l'accompagnement. Donc, voilà un petit peu. Et puis, du coup, dans les rendez-vous d'orientation, mais c'est aussi le cas au niveau de l'accompagnement, c'est aussi aller vers, évidemment, le public, puisqu'on sait que la mobilité, c'est comme un frein aussi important au niveau du public en insertion. Et donc, on a organisé ces rendez-vous d'orientation sur tout le territoire, au plus près des usagers, au même titre que l'accompagnement. Voilà assez succinctement ce que je peux vous dire et ce que je peux vous présenter. Et bien évidemment, je reste à votre disposition pour toute question. Très bien, merci beaucoup. On vous remercie de nous avoir présenté justement tous ces dispositifs pour les bénéficiaires du RSA et justement on a pu mieux apprécier toute la particularité de la politique mise en œuvre par le département de la Mayenne et c'est afin d'alterner, d'avoir cette alternance entre collectivités et regard des collectivités territoriales et acteurs associatifs. Je propose à Jean-Pierre Monnier de prendre la suite s'il le souhaite. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci Harold pour l'invitation et l'organisation de cet échange. L'association Aurore est une association qui accompagne vers l'autonomie les personnes en situation de précarité à travers 3 métiers, l'hébergement, le soin et l'insertion professionnelle. On est en tout cas convaincu qu'une situation de précarité relève souvent d'un accueil inconditionnel et d'un accompagnement global par des équipes professionnelles de travailleurs sociaux. Quelques chiffres clés, nous sommes 2200 salariés, nous accompagnons chaque année environ 70 000 personnes qui sont accueillies dans nos 250 établissements. Personne n'étant parfait, nous ne sommes pas présents à Rennes, mais nous sommes majoritairement présents en Île-de-France, plus dans quelques autres villes de France comme Troyes, Orléans ou Aurillac. Le dispositif que j'ai choisi de vous présenter en forme de témoignage, c'est donc une entreprise d'insertion que nous avons co-créée avec une entreprise privée. La société s'appelle Alibo, elle est basée à Thiais dans le Val-de-Marne, donc on n'est plus tout à fait dans la Mayenne, un territoire d'une grande densité urbaine au sud-est de Paris, avec de grands entrepôts de logistique et aussi des entreprises industrielles qui ont réduit leur voilure en termes d'emploi. Et donc un taux de chômage dont je n'ai pas les chiffres, mais évidemment plus important que dans l'exemple précédent. Qu'est-ce que nous avons voulu faire au travers d'Alibo? Donc, nous avons créé ce qu'on appelle une joint venture sociale. C'est un mot un peu barbare qui veut dire que tout simplement un acteur social comme l'association Aurore et un acteur privé comme le groupe Dupont Restauration, qui est le 5e acteur français de la restauration collective, co-crée une entreprise, une filiale où nous sommes majoritaires Aurore à 51% pour garantir le caractère social de cette entreprise et où Dupont Restauration a donc 49%. Quel est l'intérêt de ces structures qui ont été créées il y a une dizaine d'années, notamment par le groupe Vinci et le groupe Ares en termes d'acteurs de l'insertion? C'est tout simplement de mettre en commun leur expertise. Nous, on sait plutôt bien faire l'accompagnement socio-professionnel de nos publics éloignés de l'emploi et Dupont Restauration a une réelle expertise en matière évidemment de restauration collective, de portage de repas à domicile. Parce que ce que je n'ai pas encore mentionné, c'est donc Alibo a pour métier de faire du portage de repas à domicile de personnes âgées dépendantes. Et nous avons fait le choix de cette fonction qui est une des fonctions les plus difficiles pour des salariés en insertion. On a souvent l'habitude, si vous connaissez un peu l'insertion par l'activité économique, de penser des activités opérationnelles telles que l'espace vert, le nettoyage, la peinture, la logistique simple. Là, on a fait le pari de rendre accessible à des personnes éloignées de l'emploi une fonction de chauffeur-livreur en restauration qui consiste non seulement à faire au quotidien un portage de repas selon une tournée bien spécifique,
mais aussi au moment de l'échange avec la personne à son domicile, de faire une courte veille sociale sur la dimension alimentation, l'état du frigo, savoir si elle a apprécié le repas de la veille, quel est son état général et évidemment la possibilité d'alerter en cas de difficultés rencontrées sur place au moment de ce court échange, mais qui est quand même un échange très important pour rompre l'isolement des personnes âgées. Le pari aussi, c'est de se dire qu'une entreprise d'insertion est en capacité de répondre à des appels d'offres de marché public qui sont évidemment, vous l'imaginez, très réglementés et nous sommes en concurrence avec des entreprises privées, parfois filiales de grands groupes, concurrents d'ailleurs de Dupont Restauration, et que même si nous avons sans doute une productivité un peu moins forte, nous pouvons, grâce à un positionnement social qui, lors des soutenances, fait apparaître que nous remettons des jeunes qui étaient sans emploi en activité et nous les faisons rencontrer sur un même territoire des personnes âgées, isolées, dépendantes, que cette dimension sociale, ce projet social-là, peut ou pas, ce n'est pas toujours le cas, mais le plus souvent fait quand même assez mouche vis-à-vis de décideurs publics que sont donc les CCAS, Centres communaux d'action sociale, puisque c'est eux qui, en définitive, ont le fin mot du choix de prestataires pour leurs convives. Donc, nous avons en fait plusieurs défis à mener à bien pour développer cette entreprise Alibo. Le premier, c'est donc effectivement de nous faire confiance et de confier à une jeune entreprise avec qui plus est des salariés qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, la réalisation d'une activité essentielle puisque le portage de repas doit être fait et bien fait. Nous avons d'ailleurs en termes de prix forcément des tarifs qui sont un petit peu impactés par une productivité un peu moins forte que pour des salariés d'entreprises privées lucratives et surtout un choix aussi qui a été fait que 10% du temps de travail de nos salariés est affecté soit de la formation en situation de travail ou avec des partenaires, soit l'accompagnement socio-professionnel réalisé par une conseillère en insertion professionnelle. Puisque comme toute structure d'insertion par l'activité économique, le but, c'est évidemment que les personnes reprennent confiance, qu'on lève les premiers freins périphériques à l'emploi durable et qu'après quelques mois d'activité chez Alibo, ces personnes-là sortent en sortie dynamique et positive vers une solution durable d'emploi après leur passage par Alibo. Donc, on a aussi un temps de travail qui est consacré à cet accompagnement socio-professionnel et nous avons, par rapport à d'autres entreprises plus classiques, un turnover de collègues plus important, ce qui est bon signe puisque nous sommes une passerelle et non pas une entreprise qui est là pour faire du profit. La deuxième enjeu et défi que nous devons relever, c'est de convaincre nos publics. On a eu un exemple tout à l'heure dans le territoire de la Mayenne et c'est vrai que ce n'est pas aussi simple que ça, même quand on a un taux de chômage élevé, de convaincre le fait qu'il faut être là à 6h30 du matin à Thiais, qui n'est pas toujours très facile d'accès, qu'on va gagner une rémunération certes régulière, mais qui ne sera pas forcément juteuse dans un environnement immédiat, même à 35 heures. Et surtout, les conditions de travail sont quand même exigeantes avec un certain rythme d'activité et une grande précision dans la prestation réalisée. Comme on l'a fait, on essaie de le faire de deux manières. À la fois, on met en avant notre spécificité avec un fort taux d'heures de formation et d'accompagnement socio-professionnel inclus dans le temps de travail. Et aussi parce que je crois beaucoup à la pratique d'un management inclusif, c'est-à-dire que le directeur d'Alibo est quelqu'un qui vient d'Aurore, qui était un ancien chef de service de l'hébergement social. On voit bien le lien parfois entre l'hébergement et l'insertion professionnelle. Et de par ses qualités et son habitude, son expérience de l'encadrement d'un public en situation de précarité, nous avons pu faire des recrutements tout simplement par bouche à oreille parce que le ressenti des salariés au sein d'Alibo est très positif. Et puis, nous avions un défi aussi de convaincre en interne à la fois notre conseil d'administration Aurore que c'était une bonne idée de faire cette joint venture sociale avec un acteur économique privé et à la fois Dupont Restauration qui a des actionnaires a dû convaincre ses banquiers actionnaires que c'était une bonne aventure, un bon terrain d'expérimentation, d'aller jusqu'à créer une filiale commune avec un acteur qui est associatif, ce qui est quand même là aussi, c'était leur première JVS à eux également. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, un an après son lancement d'Alibo? Vous allez voir que les chiffres sont modestes, mais en matière d'insertion professionnelle par l'activité économique, ça prend du temps.
Nous avons d'un point de vue personnel 9 salariés au total, un directeur, un encadrant technique d'insertion, donc ce sont 2 postes stables, et 7 salariés en insertion professionnelle, plus une conseillère en insertion professionnelle en prestation de service, puisqu'elle n'est pas encore à temps complet, puisqu'on n'a pas suffisamment de salariés en insertion. Sur le plan économique, en revanche, nous sommes encore déficitaires pour la première année d'exploitation. C'est ce que nous avions prévu dans le business plan, parce que tout simplement, nous n'avons pas suffisamment gagné de volume de clientèle et de chiffre d'affaires pour absorber nos coûts initiaux. D'où on vient et où on va, pour vous donner une idée aussi du temps que ça prend pour mener ex nihilo un projet d'insertion par l'activité économique. Nous avons travaillé en gros 18 mois à 2 ans, 2019 et 2020, sur la co-construction de ce projet. Bien évidemment, la pandémie n'a pas aidé à stopper le projet avant qu'il ne soit repris par la suite. Nous avons eu entre avril 2021 et le printemps 2022 un an de rodage où nous avons d'ailleurs perdu un client que nous avions gagné parce que nous n'avons pas été au rendez-vous sur la qualité de service, ce qui montre aussi que les maires, après nous avoir fait confiance, sont aussi en capacité de réagir lorsque les familles des personnes âgées dépendantes ne sont pas satisfaites de notre prestation. Donc, ce rodage nous a permis de consolider nos process et de renforcer nos formations intégration. Et nous visons en 2023-2024 ce qu'on appelle le changement d'échelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme nous sommes alliés avec un acteur privé qui a des quais de chargement qu'il n'utilisait pas en plein à Thiais dans le Val-de-Marne et qui assure l'avance de trésorerie, nous pouvons peut-être faire plus qu'un simple chantier d'insertion classique, c'est-à-dire que nous allons viser à terme d'avoir davantage de salariés en insertion professionnelle et davantage d'encadrants techniques d'insertion, puisqu'on n'est pas limité ni par les locaux, ni par l'avance de fonds de roulement qui est réalisé par notre partenaire Dupont Restauration. Le dernier élément que je voulais souligner, c'est que tout ça ne se ferait pas sans les acteurs publics. À la fois, on a vu les CCAS qui font le pari de confier des marchés importants pour leurs citoyens à une entreprise nouvelle et en insertion, et à la fois via les fonds d'aide au poste qui sont délivrés par la DETS du Val-de-Marne, qui est le bras départemental du ministère du Travail, et qui fait que, bon an, mal an, le modèle économique est fait de 30% de subventions et de 70% de chiffre d'affaires réalisé par Alibo. Donc, nous avons un modèle économique qui, à la fois, est économe en fonds publics par rapport aux ateliers et chantiers d'insertion, plus exigeant sur les fonctions proposées. Donc, on a quand même des gens qui sont proches d'une situation d'emploi classique, alors que dans d'autres dispositifs, on a des personnes beaucoup plus éloignées, en particulier quand on a des dispositifs de type premières heures. Mais nous avons voulu vous proposer ce modèle parce que c'est une illustration concrète de comment conjuguer l'économique et le social. Et au final, je dirais que, bien sûr, l'aventure continue. On vient tout juste de souffler la première bougie d'Alibo, mais je crois certainement que nous avons appris de notre partenaire qui était notre prestataire historique sur des centres d'hébergement d'urgence, mais maintenant nous sommes co-créateurs d'une entreprise, donc nous avons renforcé notre coopération et qu'eux-mêmes, ils le disent dans nos comités stratégiques et financiers que nous tenons 3 fois par an, ont aussi appris que le secteur associatif avait son propre professionnalisme dans l'accompagnement social, dans le fait de capter des publics qui sont parfois peu visibles et par la possibilité de monter des dossiers administratifs et financiers pour mobiliser des fonds publics. Voilà quelques mots sur un de nos dispositifs les plus récents et les plus innovants. Et je suis évidemment à votre disposition pour échanger ensemble par la suite. J'espère ne pas avoir été trop long. Non, c'est parfait. Merci beaucoup, Monsieur Moni, de nous avoir présenté aussi également ce dispositif de portage de repas et puis les opportunités que présente ce dispositif et puis aussi les difficultés que vous avez rencontrées, et que vous rencontrez dans la mise en œuvre de ce dispositif. Et je me tourne maintenant vers Monsieur Allais pour nous présenter les politiques d'insertion à Rennes métropole. Bonjour tout le monde. Donc moi, je vais revenir dans le champ et dans l'univers des sur soit la ville de Rennes, soit Rennes Métropole, avec un paysage qui parfois peut ressembler à ce qui était décrit en Mayenne, soit sur la tension autour de l'accompagnement global, etc., soit sur un marché de l'emploi qui peut être en tension, mais aussi avec des caractéristiques de grandes villes qui concentrent parfois la plus grande précarité
en difficulté ou en masse. Donc, sur une agglo de 450 000 habitants environ, on a sur le bassin d'emploi, qui est un peu plus large que l'agglomération, un taux de chômage qui est à 5,9 au dernier chiffre, donc près de 2 points en dessous de la moyenne nationale. Par contre, on a aussi des grosses différences au sein du territoire entre un certain nombre de communes périphériques, des quartiers de la ville, et puis ce qu'on appelle les quartiers petits de la ville, les quartiers prioritaires ou sensibles, c'est un terme où on a un taux de chômage 2 ou 3 fois plus élevé, avec un territoire qui attire beaucoup, qui est jeune, qui fait beaucoup d'enfants, ce qui est très bien, mais qui attire également un certain nombre de précarité. Donc, on a c'est pas beau de dire comme ça, de la masse à traiter aussi. On a un effet masse en termes de public en difficulté dans un quartier comme Morphin, qui est ici, on va presque par la fenêtre, où le Blône, on a 1000 ou 1500 demandeurs d'emploi. Voilà, donc il y a aussi un effet masse. On a sur Rennes, la ville, que la commune, plus de 13 000 bénéficiaires du RSA, comparé aux 3 000 des poussières qui étaient citées en Mayenne tout à l'heure. Donc voilà. Avec, si on regarde les évolutions assez récentes, alors avec post-crise Covid, avec des choses qui vont mieux pour les jeunes en termes de taux de chômage. Par contre, avec des précautions sur la précarité, sur la création, pas toujours voulu, par la suite d'auto-entreprises, etc. Et par contre, un chômage qui ne baisse pas ou qui augmente encore un peu chez les 50 ans, et puis chez les personnes qui sont au chômage depuis plus d'1 an ou plus de 2 ans. Donc en fait, on a un écart qui se creuse entre des personnes qui sont des allers-retours assez fréquents entre emploi, activité et chômage, et qui sont plus enquistés dans des situations difficiles. Le challenge de l'insertion par l'emploi, du coup, si on se pose un peu, moi, ça renvoie un peu aux fondamentaux de la création de ce qui s'appelait le RMI à l'époque avant le RSA, c'est-à-dire l'idée que la sortie de la précarité, elle passe par l'emploi à terme, ce qui ne veut pas dire qu'elle passe immédiatement par l'emploi. Il peut y avoir dans les parcours des personnes dans situation de difficulté des étapes préalables, sachant qu'avant l'emploi, il peut y avoir l'activité qui est un peu plus large que l'emploi. C'est-à-dire que, être remis en activité, ça peut être avec un gros accompagnement, ça peut être mis d'abord sur un peu de bénévolat ou des choses comme ça. En tout cas, c'est intéressant en termes de concept de faire la différence entre emploi et activité, qui est peut-être un sas un peu plus large que l'aller vers l'emploi. Après, l'insertion par l'emploi, du coup, ce que disait Sophie Collet, on se retrouve vraiment là-dedans avec les notions d'accompagnement global et de distinguer la façon dont on accompagne les personnes. Et c'est un peu ça dans le RSA, les deux différences qui sont faites entre le volet emploi et puis le volet social. Le volet emploi, c'est les bénéficiaires du RSA qui seront envoyés de manière un peu automatique ou directe vers Pôle emploi. Et puis le volet social, qu'on n'appelle pas forcément comme ça, qui du coup bénéficie d'un accompagnement renforcé avec un ou des binômes de travailleurs sociaux. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont des prérequis en fait, pour pouvoir accéder à l'emploi. Déjà accéder parfois à l'idée de candidater, à l'idée d'être reçu pour un entretien, à l'idée de se projeter même sur un emploi, pour des raisons de santé, de mal logement, des raisons de vie familiale, des raisons presque culturelles. Les femmes monoparentales, par exemple, ont du mal à se projeter sur l'idée qu'elles pourraient travailler un jour. Voilà. Donc, pour passer tous ces freins, ça suppose à la fois des choses parfois très matérielles sur la mobilité. Quand le gros pourvoyeur d'emploi dans une agglomération, c'est la logistique des entrepôts qui sont à 20 ou 30 km du centre-ville, on retombe sur des questions qui doivent rencontrer un peu monsieur Surtier, certainement un peu ça seulement, sur comment, quand on n'a pas de voiture, voire pas de permis de conduire, on va travailler dans un entrepôt de grande distribution qui est à 30 km de là où on habite. Donc là, il y a des choses qui peuvent être construites autour de ça. Ça peut être des sujets de mode de garde aussi pour les enfants. Puis après, il y a des freins qui sont plus compliqués parce qu'ils sont, je dirais, moins matériels sur la santé, sur la capacité à se lever le matin, à se présenter correctement, etc. Donc là, il existe des dispositifs dans ce qu'on appelle l'accompagnement renforcé,
qui vise aussi à aider les personnes, soit avec des rendez-vous individuels, soit avec des démarches plutôt de groupe, à regagner un peu d'estime de soi, à aller mieux en termes de santé, de comportement, de motivation, pour pouvoir accéder après à des formations, peut-être à un emploi. Voilà. Ce concept un peu d'accompagnement global, c'est ce que font beaucoup les missions locales pour les moins de 25 ans. C'est un peu leur idée d'origine au début des années 80 quand elles ont été créées. Et c'est ce qu'on retrouve avec une version plus organisée et plus ambitieuse avec la garantie jeune, par exemple, qui est mise en place et qui est portée par la mission locale, qui va changer de nom dans le cadre de. C'est un peu du nom depuis les 3 mois, dans le cadre des mesures gouvernementales. Du coup, l'idée, c'est de prendre les personnes pour une formation renforcée, un accompagnement, et avec c'est pas une rémunération, c'est une indemnisation. Je dirais 600 €, mais je ne suis pas très sûr de moi sur le montant, à peu près, qui vise aussi à permettre d'avoir un peu de revenus pour se loger, pour le reste de la vie plus correct, à défaut de RSA sur les moins de 25 ans, c'est exceptionnel. Du coup, une collectivité locale comme une ville ou comme une métropole, quels peuvent être un peu ces leviers d'action sur ces sujets-là. Le premier, je viens de développer, c'est tout ce qui passe autour de l'accompagnement renforcé. Alors après, c'est suivant les compétences des collectivités. Le département, on a parlé, des compétences sur le volet accompagnement des personnes sur les bénéficiaires du RSA. Ça sera plutôt un mixte des agglomérations de l'État avec pas mal de fonds européens sur l'accompagnement des jeunes ou des actions portées par les missions locales ou la garantie jeune. Voilà, suivant la région, sur des sujets plus de formation, finance aussi, un certain nombre de choses. Le deuxième axe de travail, le levier qu'il peut y avoir, c'est de faire le lien avec les sujets plus développement économique et besoins du territoire et besoins des entreprises en emploi. Donc là, on tombe sur des sujets qui sont plutôt de compétences région ou État et région, avec le travail sur les filières, les métiers, essayer de faire en sorte que les formations qui sont proposées soient en cohérence avec les besoins du territoire, ce qui suppose de faire travailler ensemble des acteurs qui parfois n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble ou qui sont sur des philosophies qui peuvent être un peu différentes, entre l'éducation nationale, entre la région qui va travailler plus sous un angle de développement économique, une carte des formations, une carte de l'apprentissage, et puis l'État qui a aussi des compétences qu'on a repris même un peu récemment sur le sujet de la carte des formations. Et après, il y a des échelles différentes, c'est-à-dire que les agglomérations ou les départements peuvent faire un travail en fonction des besoins de leur territoire. Le travail sur des secteurs plus larges, en Bretagne, par exemple, c'est le métier de l'hôtellerie ou du tourisme, ça va être fait plutôt par la région, ça concerne l'ensemble de la région, par exemple. Voilà. Plus des choses qui ne dépendent pas du tout du local, mais qui dépendent plus de niveau national, de négociation entre représentants d'employeurs et de salariés sur des sujets de formation, de niveau de rémunération pour certains métiers. Le troisième levier éventuel, c'est de ne pas oublier qu'une collectivité locale, c'est un employeur et c'est un acheteur. Et donc, c'est un peu le côté collectivité responsable ou exemplaire, si on veut être un peu plus prétentieux. Une collectivité locale, ça emploie plusieurs milliers de personnes en général. C'est le deuxième, troisième employeur du territoire, après l'hôpital, souvent de manière assez classique. Et après la grosse usine, s'il existe encore une grosse usine. Donc, du coup, il y a une politique de recrutement qui peut être plus ou moins volontariste. Nous, à Métropole, on a décidé de pas mal augmenter notre nombre d'apprentis. Et là, on recrute 70 apprentis sur des métiers particuliers qui sont assez diversifiés. On est assez volontariste sur l'idée de flécher géographiquement et de faire de la discrimination positive pour les publics issus des quartiers prioritaires. Par exemple, sur les services civiques, on a un objectif d'une 50aine de services civiques par an qui viennent quasiment exclusivement des quartiers prioritaires de la ville. Chose comme ça. Une collectivité locale, en tant qu'employeur, elle a un rôle là-dessus. Elle passe aussi beaucoup de marchés publics, de commandes publiques. La commande publique, il y a tout un tas de critères qui peuvent être activés, parfois un petit peu, parfois beaucoup plus, pour donner des marchés à des entreprises, à des ESAT, qui ont des marchés réservés parfois des publics particuliers, pour travailler avec des entreprises, pour imposer ce qu'on appelle des clauses sociales aussi dans les marchés publics, qui obligent les entreprises à
faire que 10 ou 20% des heures travaillées sur un chantier ou sur une prestation sont faites par le public bénéficiaire du RSA, bénéficiaire d'un accompagnement, des choses comme ça. Voilà un peu sur quels peuvent être les leviers d'action pour moi d'une collectivité. Je me rends compte que j'étais un peu long, donc j'avais peut-être parler un ou deux exemples que je garde peut-être pour plus tard s'il y a des questions. Peut-être un peu long, peut-être pas au final. Non, c'est parfait. Et puis vous présentez là une transition toute faite pour la suite et pour la deuxième partie donc, de débat problématisé. Justement, on a parlé vous l'avez commencé à l'évoquer, de coopération entre les différents acteurs associatifs, mais également les pouvoirs publics, donc les collectivités territoriales. Vous avez parlé également de l'éducation nationale et puis des entreprises. On a parlé aussi vous avez parlé aussi des moyens qu'une collectivité territoriale pouvait employer pour réaliser, pour en tout cas permettre cette coopération entre les différents acteurs, notamment par le biais de marchés publics avec des clauses sociales particulières. Et on le sait, la crise Covid a particulièrement exposé des personnes qui étaient déjà en situation de précarité, et les pouvoirs publics ont joué un rôle de rempart assez fort dans cette crise pour éviter en tout cas une précarité exacerbée. Et donc la problématique que je vous propose pour ce temps de débat, c'est après 2 ans de pandémie, où en est l'insertion par l'activité économique, quelles sont les coopérations entre acteurs publics, entreprises et associations. La parole est libre si si l'un de nos intervenants souhaite entamer ou rebondir sur certains points. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'insertion par l'activité économique, donc je ne suis pas trop capable de mesurer ou de dire est-ce qu'il y a eu un impact Covid, certainement. Et quand on est sur des marchés concurrentiels, même s'ils sont aidés, voilà, je me dis qu'il y a un impact. Je ne peux pas trop forcément répondre. J'ai plutôt envie de parler de la situation de l'emploi et du fait qu'on revient parfois à des marchés en tension d'emploi, où on inverse un peu certaines de nos habitudes, à savoir que des entreprises peuvent avoir du mal à recruter, peuvent être demandeuses d'un accompagnement du public pour recruter, etc. Alors, ça peut mettre les salariés en situation un peu plus favorable sur des sujets de négociation salariale, etc. Mais ça facilite aussi des politiques un peu donnant-donnant, et ça facilite à pousser à plus de rôle social parfois des entreprises. Donc, en tout cas, sur des territoires qui attirent et qui, malgré les difficultés, 300 000 personnes vont plutôt bien économiquement, c'est le cas de la Mayenne ou de la métropole. Du coup, logiquement, ça pousse à peut-être plus se poser et avoir des intérêts peut-être parfois plus communs entre l'univers du social, je dirais, et puis l'univers des entreprises. Si je peux me permettre, pour compléter les propos, quand on en avait échangé avec Harold, c'est vrai que l'insertion par l'activité économique, qui réalise un travail formidable, une des critiques qui a pu être mise en évidence, c'est du coup, c'est vraiment très important, c'est très intéressant ce qui se passe quand une personne en précarité, en insertion, est recrutée dans ces différentes structures, qui sont de différents ordres, que ce soit un chantier d'insertion, une entreprise d'insertion. Donc, la personne est accompagnée, elle est en activité, il y a un accompagnement socio-professionnel, comme le disait tout à l'heure Monsieur Monnier. Et malheureusement, une des principales critiques, c'est qu'à l'issue de ces contrats, alors des contrats aidés de différents types, malheureusement, parfois la personne, à l'issue de ce contrat, le contrat peut être renouvelé, donc elle est en emploi. Elle peut du coup, à l'issue de ce contrat, si malheureusement ça ne débouche pas sur l'emploi direct, un emploi plutôt de classique, de droit classique, malheureusement, la personne peut se retrouver au chômage et à nouveau, malheureusement, retomber dans de l'insertion et dans des difficultés, dans la précarité, et peut se retrouver bénéficiaire du RSA. Donc, c'est vrai que je pense que ça, s'il y a une prise de conscience par rapport au fait qu'il manquait de liens avec les entreprises, que les secteurs de l'IAE manquaient de liens avec le monde de l'entreprise. Et c'est pour ça que je trouve que l'exemple que nous a présenté M. Monnier est vraiment très, très intéressant, parce que justement, ça
ça permet de montrer comment, alors là, c'est dès en amont, hein, comment le lien peut se faire en amont avec le projet tel qu'il nous a été présenté. Mais je pense qu'il faut aussi le faire après, à la fin du contrat, et comment, du coup, quand la personne est en contrat aidé au sein d'un chantier, par exemple, comment, au cours de son contrat, elle peut, du coup, interrompre son contrat pour faire des périodes d'immersion, pour, du coup, aller un petit peu se frotter au monde de l'entreprise. Et je trouve que le fait qu'on soit quand même dans certains endroits, alors c'est pas vrai partout, mais en situation de pénurie de main-d'œuvre, c'est quand même, les entreprises sont beaucoup plus donnant-donnant, hein, comme disait Monsieur Allais, donc beaucoup plus réceptives à l'idée de pouvoir accueillir ce public-là. Et du coup, il y a vraiment une importance, c'est vraiment hyper important que ce lien existe, pour que, du coup, voilà, il n'y ait pas que le soufflet de cette remise en activité via le contrat aidé ne retombe pas à l'issue du contrat, et que la personne à nouveau se retrouve en difficulté et pas en emploi. D'où l'importance, et là, c'est vraiment pour moi un acteur hyper important, le monde de l'entreprise. Donc, c'est vrai qu'il y a des dispositifs qui ont pu être mis en place, hein, il y a des expérimentations, je pense notamment au dispositif SEV qui a pu être mis en place, où, du coup, les CIP, les conseillers d'insertion professionnelle, qui sont au sein de ces structures de l'IAE, sont formés pour aller vers les entreprises, aller vers le monde des entreprises, pour faciliter ces liens-là et faciliter le recours à ces publics en insertion dans un second temps. Après, c'est vrai que la pandémie a entraîné, hein, alors au niveau de la Mayenne, on a connu une très forte augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA. Hein. On était plutôt aux alentours de 3500, 3600. On est monté jusqu'à 4220 ménages. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un très fort impact, hein, au moment de la crise. Heureusement, avec l'arrêt du confinement, la reprise de l'activité, donc le nombre de ménages bénéficiaires du RSA est redescendu. Par contre, on constate quand même une difficulté, et quand on échange aussi avec les services de Pôle emploi et les travailleurs sociaux qui accompagnent le public, le confinement a quand même eu des effets très difficiles, hein, sur le public déjà en précarité. Et je pense que Monsieur Monnier, à travers son association, pourrait aussi confirmer mes propos. C'est que, du coup, les personnes qui étaient déjà un peu fragiles en termes de santé, cet isolement, ça a pu engendrer un repli sur eux-mêmes, et du coup, des difficultés encore plus grandes d'aller vers les autres. Et donc, c'est très compliqué, du coup, dans l'accompagnement, de réenclencher un accompagnement quand les personnes s'étaient complètement repliées sur elles-mêmes. Et du coup, il faut, du coup, travailler ce champ-là, et ça reste compliqué. Oui, je peux ajouter, je suis tout à fait en lien avec ce que vous avez dit précédemment les uns les autres. Il est clair que l'État et les collectivités territoriales ont vraiment mis le paquet en termes d'investissement durant cette période de pandémie, à la fois pour maintenir des structures d'insertion par l'activité économique en survie, et puis à la fois pour accompagner sur le plan de l'accès à l'emploi dans pas mal de dispositifs selon les catégories, beaucoup de publics. Donc ça, c'est assez remarquable, il ne faut jamais oublier de le souligner. Il y a autre chose qui est intéressante, qui a pas mal évolué aussi, en particulier avec une nouvelle loi qui a été votée fin 2020, c'est que les durées minimales de travail ont été assouplies. C'est-à-dire que l'initiative d'un certain nombre d'associations qui le constatent sur le terrain, il y a des gens pour lesquels faire 26 heures de temps de travail par semaine en atelier chantier d'insertion, la marche est trop haute. Et pour autant, une activité de quelques heures par semaine fait sens dans leur parcours de vie compte tenu de leur situation à un instant T. Donc ça a été également assoupli. C'est assez complexe peut-être de s'y retrouver pour les non-initiés, mais c'est quand même très important pour le secteur et pour les professionnels de l'accompagnement socio-professionnel, parce que ça permet d'avoir des panoplies de dispositifs assez diversifiés, y compris des initiatives tout à fait innovantes, comme par exemple Territoire zéro chômeur de longue durée. J'en passe les meilleurs. On pourrait aussi citer Premières heures en chantier. Il n'en demeure pas moins que pour transformer l'essai, parce qu'on est encore sur des chiffres relativement modestes, il faut que les uns et les autres, nous changions nos mentalités. Je suis convaincu que ça a déjà commencé à se produire, mais il faut que les employeurs, et notamment les acteurs économiques, soient encore plus ouverts aujourd'hui à des profils atypiques, différents, seniors, des gens qui n'ont pas travaillé depuis quelques années pour des raisons personnelles de parcours de vie, mais qui ont pourtant des compétences et des appétences, pour lesquels il faut travailler peut-être des modules d'intégration plus poussés. Il faut accepter de passer du temps avec les personnes.
Et puis nous, côté association, on n'est pas non plus exempt de toute remise en cause. Il faut que l'on accompagne sans doute davantage dans l'emploi, ce qu'on appelle l'accompagnement dans l'emploi, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a acté une fameuse sortie positive ou sortie dynamique qui fait partie de notre dialogue de gestion avec les autorités qui nous financent, parfois, une incompréhension, un incident fait retomber dans la précarité une personne qui aura fait d'énormes efforts, et nous avec elle, pour sortir de ce cycle-là, de l'isolement et de la précarité. Et donc, la solution durable d'emploi, elle se termine lorsque l'intégration est consolidée, confortée. Et donc, toutes les coopérations dans le secteur entre les acteurs économiques employeurs ou les acteurs publics, qui sont aussi de très gros employeurs, il ne faut effectivement surtout pas l'oublier. Et c'est des emplois de qualité, des emplois exigeants et qualifiés. Eh ben, il faut qu'on sorte un peu de nos précarés, de nos mentalités pour faire en sorte que ces talents qui existent soient remobilisés. Et ça tombe bien parce que dans les territoires, dans certaines filières, il manque de compétences et c'est quand même un grand gâchis de ne pas arriver à mieux faire dialoguer cette offre et cette demande. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est compliqué parce qu'il y a des enjeux de mobilité, par exemple. Les emplois ne sont pas toujours en bas de là où on habite. Parfois même, les conditions de logement, en particulier en Île-de-France, pour les publics précaires, sont très difficiles et rendent la réalisation d'une activité professionnelle en journée délicate quand on dort dans une cage d'escalier ou dans un véhicule stationné parce qu'on n'a pas de solution de logement convenable. Donc, c'est un combat et c'est une exigence qui nous interpelle tous. Et je crois quand même que les trois domaines, secteur public, secteur privé, secteur associatif, démontrent plus en plus leur capacité à travailler ensemble, même si ce sont des domaines avec des contraintes et des mentalités différentes. Et c'est que comme ça qu'on s'en sortira au niveau local. Alors, je ne sais pas si ça va provoquer un autre rebond chez les intervenants, mais en tout cas, au regard de vos interventions, il apparaît quand même assez évident que, en fait, ce que vous disiez, M. Monnier, que l'insertion par l'emploi, elle n'est réelle que lorsqu'elle est réellement consolidée en sortie de contrat aidé pour les bénéficiaires. Et quelque part, on peut aussi s'interroger quand on remet ces mots en perspective avec le marché du travail actuel où l'employabilité passe aussi par un niveau de formation. Comment est-ce que les différents acteurs, que ce soit publics ou associatifs, peuvent s'organiser pour permettre à la fois de l'insertion par l'emploi, mais également une formation pour ne pas tomber dans ce cycle que M. Allais et Mme Collet évoquaient, avec justement, en sortie de contrat, finalement, l'ex-bénéficiaire du RSA va va toucher des allocations chômage parce qu'il n'a pas réussi concrètement à s'intégrer et finalement se retrouver dans un cercle vertueux. Donc, s'interroger aussi cette fois sur, en tout cas si vous le souhaitez, sur la question de la formation et de l'organisation de la formation pour une insertion dans le marché de l'emploi complet. Si je peux me permettre sur cette question de formation, c'est vrai que c'est compliqué parce que pour le public en précarité, retourner à l'école, ça peut être compliqué. Enfin, quand je dis école, c'est volontaire, mais reprendre des études et avoir une formation, c'est compliqué. En Mayenne, on a un secteur qui est vraiment très, très en tension. C'est tout ce qui concerne les métiers d'aide à domicile, où du coup, ça concerne beaucoup de départements, mais c'est vraiment très prégnant en Mayenne. Et donc, on est en train en lien avec la direction de l'autonomie qui est particulièrement touchée par cette pénurie de main-d'œuvre. Il y a une expérimentation qui est lancée en lien avec la région, puisque du coup, comme disait M. Monnier, c'est le conseil régional qui porte essentiellement les actions de formation. On essaye de lancer des parcours de formation un peu sur mesure. On est persuadé que dans les métiers d'aide à domicile, il y a des personnes, et je pense notamment à des bénéficiaires du RSA, qui ont certains savoir-faire
savoir-faire de par élever ses enfants pour des femmes, mais aussi sur des populations un peu plus particulières. Je pense notamment aux gens du voyage qui ont une expérience très forte dans l'accompagnement de leurs parents, hein. Il y a une prise en charge très souvent très importante de leurs parents, donc ils ont vraiment ce savoir-faire dans l'accompagnement des anciens. Et du coup, il y a des savoir-faire qui existent, mais il n'y a pas forcément après les diplômes qui correspondent pour exercer tel ou tel métier. Il y a pas, on peut aussi avoir des personnes qui se sont orientées vers des métiers plutôt d'auxiliaire de vie sociale et qui veulent se réorienter vers d'autres métiers ou qui veulent se spécialiser sur les métiers de gérontologie. Donc, on a travaillé avec la région, avec le conseil régional, pour essayer d'avoir des offres de formation un peu sur mesure. Alors, c'est très, voilà, c'est en fonction du public, en fonction de ses besoins, en fonction de là où il en est, en fonction de son expérience qu'il a déjà, en fonction de ce qu'il aspire à faire. Et donc, c'est les MFR, hein, qui sont des réseaux très importants, notamment en Mayenne, hein, Maisons familiales rurales, ont répondu. Et donc là, on expérimente sur un territoire au niveau du département de la Mayenne pour voir du coup si on peut vraiment faire un peu du cousu main au niveau des formations pour vraiment s'adapter au niveau des personnes. Alors, évidemment, on va toucher des petits volumes, hein, et puis ça a un coût, hein, puisque du coup, c'est lancer des modules de formation pour en petite quantité. Et puis, ça peut être, du coup, moi, je prends ce module-là, mais je ne prends pas ce module. Donc, ça suppose vraiment une adaptation importante des organismes de formation. Mais je pense que ça passe vraiment par ça, si vraiment, parce que sinon, ça va être compliqué. Alors, évidemment, hein, ça suppose de vraiment partir des compétences des personnes, mais ça me semble vraiment intéressant comme expérimentation. Donc, on va suivre ça de près et voir après si c'est généralisé sur d'autres territoires. Ça, c'est le premier point. Puis, en dehors de la formation, ce que disait M. Monnier, alors nous, on parle de, alors c'est notre jargon, hein, mais pour maintenir les personnes dans l'emploi, parce qu'en effet, hein, il y a un gros travail qui peut être fait au niveau de l'IAE pour essayer de lever les différents freins, travailler toutes les différentes les freins qui pourraient éventuellement exister. Et puis, une fois que la personne est en emploi dans une entreprise classique, malheureusement, ce qui peut paraître un petit grain de sable pour nous, ça peut prendre une proportion très importante chez la personne et malheureusement, ça peut mettre en péril le contrat. Et donc, c'est ce qu'on appelle la période de sécurisation dans l'emploi. C'est comment on peut continuer à accompagner la personne. Alors, on dit souvent 6 mois après la sortie des différents dispositifs. Donc là, 6 mois après la sortie de l'IAE ou 6 mois après la sortie du dispositif du RSA. Mais après, on se heurte à cette logique de statut. Et c'est vrai que malheureusement, en France, ça reste compliqué parce que voilà, on est plutôt dans cette logique-là. La personne, elle est dans telle case, elle est soit bénéficiaire du RSA, soit elle est jeune, donc elle est accompagnée par la mission locale. Mais comment, du coup, on peut faire un pas de côté pour continuer quand même à accompagner? Parce que cette période de sécurisation, moi, je partage, c'est hyper important si on veut que ça puisse vraiment s'inscrire dans la durabilité et que du coup, voilà, le petit grain de sable ou le petit caillou dans la chaussure ne se transforme pas malheureusement en échec et du coup en rupture du contrat de travail. Donc ça, c'est vraiment une notion qui est hyper importante pour vraiment maintenir les personnes en emploi. Ce que vous évoquez sur la sécurisation des parcours, des allers-retours parfois entre formation, emploi et puis ensuite quand on est plus stable, c'est des choses qu'on retrouve dans les plis, par exemple, les plans locaux d'insertion et d'emploi, qui sont des dispositifs financés pas mal par les fonds européens, le fonds social européen. On essaie de faire un peu abstraction du statut de la personne, tranche d'âge, bénéficiaire RSA ou pas. Et en fait, il y a différents accompagnants sociaux qui proposent à une personne d'entrer dans le dispositif. Et après, il y a un accompagnement sur 18, 24 mois, etc. Et qui inclut assez souvent ce sujet sécurisation, une fois que la personne a pu trouver un CDD de 6 mois ou plus, des choses comme ça. Voilà, Très bien. Je crois que... Juste un commentaire sur la formation. Il y a une évolution qui est en cours et qui est exigeante, mais qui est très importante, c'est de rapprocher les contenus avec notamment les situations de travail rencontrées. Ça nécessite un travail en amont d'ingénierie pédagogique avec des employeurs. La loi Choisir son avenir professionnel de 2018 a consacré la formation en situation de travail qui permet de faire reconnaître des qualifications
moyennant des modules et des évaluations en situation de travail et qui permet à des personnes qui n'ont pas des savoirs académiques et qui ont parfois des souvenirs traumatisants de ce rapport à l'école et à cette institution, d'abord de prendre conscience de leurs compétences. Et c'est un pas absolument essentiel pour la confiance et pour la mobilisation. Et puis de progresser sur un savoir-faire professionnel. Et puis, il y a d'autres éléments qui sont aussi intéressants à noter, c'est que il y a des dispositifs qui permettent de renforcer les compétences transversales, comme le dispositif CLEA, qui permet d'avoir sur 7 domaines d'activité, dont le travail en équipe, dont le respect des certain de fondamentaux de base en hygiène et respect de l'environnement, comme évidemment quelques compétences de base dans le numérique, permet aussi de voir comment remettre les personnes dans une situation où elles seront plus à même, mieux armées de poursuivre l'acquisition de compétences professionnelles. Et en faisant ça, on se rend compte qu'à travers un certain nombre d'expériences, on le sait nous aussi d'ailleurs, les personnes n'ont pas suffisamment conscience de tout ce qu'elles savent, tout ce qu'elles ont mis en œuvre au cours de leur parcours de vie, pas forcément uniquement en situation professionnelle, ça peut être aussi à la famille, dans un milieu personnel, le bénévolat, l'action sportive ou autre. Et cette approche-là, elle est vraiment très importante parce que c'est ça qui va permettre l'efficacité de la formation au regard des attentes du monde professionnel. Très bien, merci à tous pour vos interventions et puis pour avoir aussi balayé cette question de la formation pour permettre un cycle complet, en tout cas dans l'insertion dans l'emploi. Peut-être que pour la vingtaine de minutes qui nous reste à partager ensemble, vous pouvez poser vos questions, donc que ce soit les spectateurs en visio ou la salle, évidemment. Merci à vous trois pour cette intervention. Moi, je vais m'appuyer sur l'actualité pour poser ma question. Les RSA a fait l'objet de discussions pendant la campagne électorale. Je voulais savoir, vous, si vous étiez président de la République, est-ce que vous réformeriez une partie de RSA, enfin, vous réformeriez le RSA, et sinon, plus largement, quelles seraient vos grandes mesures en faveur de l'insertion? Avant de répondre, est-ce que vous avez bien entendu à distance la question? Très bien. Super. J'ai pris envie de me présenter. En tout cas, sur la première partie de la question, je pense que c'est assez classique dans une campagne électorale. Il faut trouver des mesures phares, etc. Mais je pense qu'il y a sûrement capacité à améliorer il n'y a pas besoin de réformer, de changer le nom d'un dispositif, de refaire une loi pour améliorer, si besoin, un peu l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, etc. Et il y a pas mal de choses qui sont présentées comme une éventuelle nouveauté ou un changement majeur qui sont presque des choses qui existent déjà ou qui pourraient être faites parfois même avec des mots qui peuvent apparaître moins laissants ou moins clivants. Voilà, il n'y a pas d'initiative locale financée par des fonds européens et des fonds nationaux sur de l'accompagnement renforcé, etc. Voilà, donc, et après, je pense qu'il y a eu un léger rétropédalage, sauf erreur de ma part, entre le concept ou un peu le slogan initial de la mesure et puis les détails peut-être qu'il est apparu après, même si on ne connaît pas encore, je pense qu'on le verra venir dans une loi peut-être. Mais globalement, c'est très français de vouloir faire une loi ou une circulaire pour réformer les choses. Et en fait, c'est pareil, la garantie jeune que j'évoquais tout à l'heure, elle a changé de nom, je ne me souviens plus du nom là, mais pas grand-chose qui change, sauf le public qui est un petit peu élargi, etc. Et globalement, je pense que chez les professionnels de l'action sociale ou de l'accompagnement vers l'emploi, on passe un petit peu de temps à digérer les nouveaux dispositifs, les nouveaux acronymes, etc. Et c'est autant de temps qui n'est pas passé parfois à accompagner le public, etc. Donc, voilà. Un peu en distance par rapport à l'idée de présenter des choses qui seraient nouvelles alors qu'elles sont en sens. C'est pas forcément ce qui m'a posé. Je n'ai pas de point de vue. Alors, je n'ai non plus aucune revendication pour être président de la République par rapport à la notion de 20 heures de travail
mensuel, obligatoire pour tous les bénéficiaires du RSA qu'on a pu entendre. Beaucoup d'étonnement parce que quand on connaît le public bénéficiaire du RSA, on a malheureusement du public qui est très, très éloigné de l'emploi. Donc, ça ne semble pas du tout adapté pour tout le monde. Ça, c'est clair. On a aussi des dispositifs qu'on n'a pas évoqués, mais il y a eu d'autres départements qui avaient un peu généralisé le volontariat obligatoire. Alors, nous, c'est un dispositif qu'on a, ce qu'on appelle le volontariat reconnu. C'est l'idée que du public bénéficiaire du RSA puisse être bénévole au sein de certaines associations. Mais bien évidemment, c'est en accord, ça correspond aux aspirations et aux attentes de la personne. Et donc, on cible en fonction des appétences, des compétences de la personne, des associations dans lesquelles les personnes peuvent être les bénévoles. Et du coup, c'est travailler avec la personne et ce n'est pas obligatoire pour tous les bénéficiaires du RSA. Donc, je pense que voilà, c'est l'idée de faire un peu du sur-mesure en lien avec le public. Et ça me semble vraiment compliqué quand on sait qu'on a des personnes qui étaient bénéficiaires du RMI avant, qui sont devenues bénéficiaires du RSA, qui ont des grosses problématiques de santé. Ça me semble compliqué et après, il faudra trouver les entreprises et l'idée, c'est pas qui vont pouvoir les accepter. Donc, l'idée, c'est pas non plus de mettre en difficulté et les entreprises et le public. Donc, je reste un petit peu, attentif, réservé sur cette proposition. Et puis sur le fait aussi de l'accès aux droits, et du coup qu'il n'y ait plus besoin de faire de demande de RSA, mais que ça soit en automatique, en lien avec le recueil des données. Ça va quand même compliquer l'accompagnement, parce que du coup, il va falloir bien identifier les personnes qui sont dans cette obligation. Et on voit déjà, alors pour connaître le RSA, qu'on a cette notion de top droits et devoirs. Alors, c'est très compliqué. Les personnes qui ont besoin, qui sont en top droits et devoirs, qui ont une obligation d'accompagnement. Et donc, certaines sont dans le dispositif RSA, mais ne sont pas en top droits et devoirs. Donc, déjà, ça nous complexifie en matière d'accompagnement. Donc là, du coup, si on peut être dans le dispositif sans même que la personne n'ait fait la demande, c'est pareil, je m'interroge. Alors, c'est très bien, il faut en effet faciliter l'accès aux droits, mais je ne suis pas sûre que ça simplifiera l'accompagnement et qu'on aura des taux de retour à l'emploi supérieurs. Mais voilà, à voir. Alors moi, je ne suis candidat à rien, je n'ai pas de baguette magique. Je vais rebondir juste sur le dernier point. Sur le dernier point, sur l'automaticité des droits. On voit bien tout ce que le numérique peut apporter de positif parfois quand on maîtrise un peu les choses sur un accès aux droits simplifié, mais tout ce que ça crée comme exclusion aussi pour les publics qui ont parfois plus de mal. Même des fois pour ceux qui pensent un peu maîtriser les choses, c'est pas toujours simple. Donc l'automaticité, si c'est contacter automatiquement quelqu'un qui est bénéficiaire pour lui dire vous avez le droit et faites ça, etc., et proposer un rendez-vous, c'est plutôt intéressant. Si c'est pour que des gens se découvrent comme étant bénéficiaires, mais soient perdus dans un magma administratif pour faire en sorte qu'ils n'aient pas un début de contact, d'incitation à un rendez-vous avec un conseiller d'insertion professionnelle ou un assistant social, du coup, ça tombe un peu à l'eau. Oui, moi, je ne suis candidat à rien non plus, je n'ai pas de baguette magique, mais je crois beaucoup à la géographie. Et si j'avais des fonds publics à investir, je m'inspirerais des comités locaux pour l'emploi de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, qui sont locaux au sens vraiment proximité géographique. Parce que sans être un expert, j'ai le sentiment qu'on dispose quand même de beaucoup de lois, de beaucoup de dispositifs, de beaucoup d'interlocuteurs, de grande volonté, de grands talents, de grands professionnalisme, et que parfois, comme on est des Français, on a parfois un petit peu de mal à se mettre autour d'une table pour bien faire circuler les opportunités d'emploi, de raisonner en termes de parcours, en termes de proximité et de fluidité permanente, sachant que il y a des gens qui bougent, qui changent de fonction, donc c'est quelque chose qu'il faut animer régulièrement. Je ne dis pas que ce n'est pas fait, loin de là, mais c'est quand même souvent des connaissances interpersonnelles qui font qu'au final, il y a des parcours qui se concrétisent. Et perdre du temps à connaître les uns et les autres à travers un certain nombre de formats, à partir du moment où c'est dans une logique de bassin d'emploi local, on voit que la Mayenne n'a rien à voir avec le Val-de-Marne, par exemple, et la ville de Rennes non plus. C'est des réalités totalement différentes. Et sans doute, dans la ville de Rennes, il y a forcément des quartiers qui ont des caractéristiques socio-professionnelles très distinctes, de même que c'est le cas évidemment en Île-de-France.
Et cette logique de dialogue local autour de l'enjeu de l'emploi, elle est très importante. Et quoi qu'on en dise, même si les chiffres au global s'améliorent, et on ne peut que s'en réjouir évidemment, le chômage longue durée est une réalité complexe, extrêmement difficile de s'y atteler, et surtout si on ne se met pas tous autour de la table, parce qu'elle relève de freins multiples et assez complexes à lever dans une seule et même structure. J'ai une question à poser, peut-être un étonnement par rapport à une situation qui a été rapportée, je ne vais pas donner de mauvais chiffres, mais rapportée par une étudiante l'année dernière dans le cadre d'un stage sur GMT au sein du service d'insertion au département d'Ille-et-Vilaine. D'après ce que j'avais compris en termes de ratio et de mémoire, j'essaie de retrouver les chiffres exacts, mais je n'ai pas eu le temps là. Mais je crois qu'on était autour d'une place une place en structure d'insertion par l'activité économique sur le département pour 60 BRSA, quelque chose comme ça. Patrice évoquait tout à l'heure le nombre de demandeurs d'emploi au Blône, par exemple, où se monte justement le projet Territoire zéro chômeur de longue durée sur Rennes, autour de 1300 chômeurs. Si on regarde TZCLD à Pipriac, c'est 70 personnes accompagnées. On voit qu'on est sur des échelles qui sont différentes. Alors, je crois qu'il y a une volonté nationale de développer l'insertion par l'activité économique. Est-ce que, d'une, c'est faisable? Est-ce que, deux, c'est souhaitable? Est-ce qu'on n'est pas très loin du compte par rapport aux échelles? Ou est-ce que, parce que j'en ai aussi discuté avec une amie collègue en charge de l'insertion au département de la Seine-Maritime qui me disait, oui, mais l'IAE, c'est une solution parmi d'autres pour les BRSA, mais en fait, il y en a plein qui n'en sont pas là ou qui sont sur des barrières sociales à lever avec Pôle emploi sur le volet emploi, et que l'IAE n'est pas une solution pour tous. Donc, elle me disait, oui, mais en fait, ce calcul est peut-être… Oui, je pense que ce n'est pas une solution, ce n'est pas un besoin pour tous. Sur un territoire comme Rennes, je pense qu'on a des sujets, rien que le sujet apprentissage du français, par exemple. À la louche, c'est peut-être 10% des bénéficiaires du RSA qui sont des exilés, des migrants, ou qui ont des sujets d'apprentissage du français et de formation préalable, mais qui, de reconnaissance peut-être, de validation parfois de certains acquis, mais qui ont besoin d'un accompagnement et de formation, mais qui ne passent pas forcément par de l'IAE, semble-t-il. Donc, voilà. Après, il y a quand même des démarches, les clauses sociales que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors, des fois, ça passe par des intermédiaires type IAE, des choses comme ça. Des fois, c'est directement, notamment les grosses entreprises du BTP savent plutôt faire maintenant et proposent des SAS de mise à l'emploi, de formation sur des choses un peu basiques en termes de métiers manuels, mais nécessaires dans une entreprise de BTP, et les personnes peuvent mettre les pieds à l'étrier, etc. Donc, c'est une palette, c'est un élément important du puzzle, mais ce n'est pas la clé, je pense. Pour répondre à la question sur l'augmentation au niveau de l'IAE, c'est vrai que depuis plusieurs années, les services, l'État a augmenté énormément le budget pour financer ces postes en IAE. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une volonté ces dernières années d'augmenter les financements. Ça passe non seulement par cette question d'augmenter les postes, mais c'est aussi par des outils, puisque du coup, il y a ce qu'on appelle la plateforme de l'inclusion qui permet un positionnement alors par les structures directement qui déposent leur offre, donc un outil numérique. Alors, en effet, des fois, ça peut aussi engendrer des fractures pour les personnes qui sont en difficulté de pouvoir accéder à ces offres-là. Mais du coup, c'est aussi les référents, les personnes qui accompagnent, qui peuvent positionner directement le public sur les offres d'emploi qui, du coup, sont déposées directement par les structures de l'IAE. C'est aussi le public qui peut se positionner directement sur des offres d'emploi. Donc, c'est aussi faciliter ces positionnements parce que malheureusement, donc en Mayenne, c'est pour vous répondre sur le nombre de TP, tout à l'heure, je vous donnais les chiffres du nombre de ménages bénéficiaires du RSA, donc 3456. On finance au niveau du département 163,4 ETP sur un an. Donc ça, c'est sur l'année 2022. Les services de l'État en financent un petit peu plus, puisque du coup, c'est un peu la politique du stop and go. Et au niveau du département, on ne peut pas suivre le même nombre, puisque ça suppose des budgets. C'est des budgets très élevés aussi pour les départements.
Mais toujours est-il que c'est aussi, on se rendait compte malheureusement en Mayenne que dans certains chantiers, alors qui étaient peut-être excentrés ou qui proposaient des activités qui étaient peut-être pas très valorisantes, hein. Je pense notamment sur Mayenne, au nord de Mayenne, c'était des ateliers en lien avec le livre, la réflexion sur le tri des livres, sur et la remise en état de livres. Ça attirait peu et du coup on avait peu de positionnement. Et du coup le fait d'avoir un outil qui facilite le positionnement, ça a permis aussi du coup d'augmenter le nombre de positionnements et de remplir le chantier, parce que l'idée c'est ça aussi, ces places-là, l'idée c'est qu'elles soient bien occupées à 100% et qu'il n'y a pas des postes qui restent vacants. Moi, je suis complètement d'accord. Les volumes, je crois que c'est à peu près 150 000 emplois en IAE en France entière. Donc, c'est très loin des bénéficiaires de RSA et des personnes éloignées de l'emploi en général. Et donc, tout le travail qui est fait par des conseillers en insertion professionnelle hors IAE, que ce soit dans les structures publiques, parapubliques ou dans des associations vers l'emploi classique qui se créent parce qu'il y a des chantiers. On voit, nous, en Île-de-France, dans le Grand Paris et les futurs Jeux Olympiques, il y a des opportunités d'emploi, des emplois opérationnels qualifiés, mais ne nécessitant pas forcément un savoir académique très important à l'entrée. Ces passerelles-là doivent être actionnées en parallèle, ce qui est le cas, et elles vont contribuer peut-être en finale, quantitativement, à un impact plus fort que l'IAE. L'IAE est un peu plus un travail dans la dentelle. On en parle beaucoup, mais les volumes sont peut-être ailleurs, en effet. Est-ce qu'il est possible de dire peut-être un petit mot sur Territoire zéro chômeur de longue durée, le principe d'expérimentation? Sauf si vous avez entendu parler en fait, du master, mais je suis pas sûr par là. Peut-être un petit mot sur le Stramoglo. Ouais, vous avez le droit de m'aider parce que je ne suis pas spécialiste à 100%. Mais le principe Territoire zéro chômeur de longue durée, donc l'idée est de proposer à des demandeurs d'emploi de travailler sur des missions non concurrentielles, je ne sais pas si c'est le terme, mais des missions nouvelles qui vont à la fois avoir une utilité pour le territoire, mais qui ne sont pas couvertes aujourd'hui par des entreprises et pas recherchées même. Voilà. Donc l'idée est d'utiliser l'argent qui est mis pour indemniser des chômeurs sur l'idée de rémunérer des personnes à réaliser des missions d'utilité sociale sur un territoire qui seront à la fois utiles, mais qui n'étaient pas apparus comme prioritaires et qui donc n'étaient pas financés soit par le public ou même par des acheteurs privés. Donc, ça a été expérimenté sur une cinquantaine de territoires, la plupart plutôt ruraux, sauf 2-3 urbains, de mémoire à Lille, je ne sais plus. Et il y a le principe d'expérimenter sur une centaine de territoires en plus, je crois. Ça a mis un peu de temps à partir, mais depuis 6 mois, c'est parti. Il y a pas mal de territoires candidats qui voient leur dossier examiné sur Rennes. Donc, on a travaillé sur le quartier du Blône, une candidature. On espère d'ici un mois ou deux qu'on aura une réponse positive. C'est plus compliqué sur un territoire urbain, donc c'est pour ça qu'il y a la volonté d'être sur un quartier pas trop grand, de trouver une zone où il y a à la fois des demandeurs d'emploi, mais aussi des entreprises, parce que l'idée, c'est que ce travail se passe vraiment en articulant et en disant parler ensemble des entreprises, des demandeurs d'emploi, et puis une structure qui va être créée, qui s'appelle EBT, je crois, entreprise. EBE, pardon. Donc vous m'aidez, c'est parfait. Qui va être la nouvelle entreprise sociale du territoire qui va conduire cette réalisation par les demandeurs d'emploi d'activités utiles au territoire. C'est intéressant, ça demande objectivement pas mal d'accompagnement en termes d'ingénierie, etc. Donc ça coûte un peu d'argent public en accompagnement, en lancement, etc. Ça a aussi, je pense, une utilité, une vocation pédagogique pour montrer qu'on peut activer différemment les dépenses d'indemnisation. Il y a intérêt à regarder ça. C'est sûrement pas généralisable à grande échelle, en tout cas pas sur ce modèle-là. Mais ça peut peut-être donner et inspirer des choses pour un futur candidat à la présidentielle dans 5 ans pour proposer des visions pertinentes. C'est ça l'idée.
absolument rien à voir, mais le côté, enfin, ça m'a fait penser quand je disais ça aux coopératives jeunesse de service. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc là, on est plus sur un sujet d'acculturation au monde de l'entreprise de la part de jeunes. Donc, qui ne sont pas chômeurs, hein, qui sont parfois en échec scolaire ou comme ça, soit des 16-18 pendant les vacances, soit des jeunes majeurs sur l'année. Donc, c'est des orientations où on propose à des jeunes ensemble de créer leur entreprise de quartier pour quelques mois. Et du coup, ils se testent, ils se forment à la fois à tout ce qui est un petit peu aller se vendre, marketing, faire voilà, convaincre alors, des collectivités publiques, mais aussi des entreprises ou des personnes individuelles dans leur quartier, de les embaucher pour faire des petites missions voilà, qui peuvent être de l'aide au supermarché du coin, mais qui peuvent être aussi attendre de la pluie l'été ou arroser des tomates de quelqu'un qui est parti en vacances, etc. Je pense que ça ne fait pas de l'emploi, c'est pas ce que je veux dire, mais par contre, ça forme sa culture au monde du travail et de l'entreprise des personnes, en l'occurrence des jeunes. Et du coup, entreprise zéro chômeur de longue durée, ça a un objectif qui partiellement ressemble à celui-là, qui est de mobiliser ou remobiliser des personnes qui souvent étaient comme des parcours de vie bien compliqués, etc., et qui pensaient elles-mêmes, et dont peut-être ceux qui suivaient pensaient eux-mêmes qu'ils étaient un peu perdus pour un retour à l'emploi, de les remettre en route doucement, mais sûrement, avec un travail collectif aussi, une mobilisation collective. Je poursuis la question, merci Patrice, auprès de Mme Collet et M. Monnier. Est-ce que l'émergence de nouveaux acteurs, justement, parce qu'on en a beaucoup entendu parler dans le débat public, à l'occasion de la loi d'expérimentation, puis de prolongation, extension d'expérimentation, est-ce que l'apparition de nouveaux acteurs comme les entreprises à but d'emploi, les ZCLD, est-ce que c'est des choses qui bousculent le secteur d'insertion ou c'est encore une brique complémentaire au puzzle qu'on évoquait tout à l'heure? Comment vous le percevez, vous? Je suis un peu curieux de savoir. Alors, moi, je trouve que c'est une très bonne idée et que ça bouscule et c'est très bien. Il se trouve que derrière les entreprises à but d'emploi, nous, l'association Aurore, on a co-créé 13 Avenirs en 2017 dans le 13e arrondissement de Paris et qu'on vient de déposer une candidature dans le 18e arrondissement. C'est-à-dire qu'il faut des porteurs de projets qui sont souvent les mêmes associations pour co-créer des entreprises à but d'emploi. Au passage, quand même, sur le 18e, dans la stratégie d'exhaustivité qu'on doit démontrer pour être habilité territoire zéro chômeur, il n'y a pas que les emplois via l'entreprise à but d'emploi qui sont comptabilisés. Ça revient à notre débat de tout à l'heure sur l'IAE et ses limites d'un point de vue quantitatif. Il faut aussi que le territoire se mobilise pour favoriser l'embauche directe, hors EBE, de personnes qui sont éloignées de l'emploi et qui résident dans un quartier très précis, puisque c'est aussi l'exigence de l'expérimentation. Donc, toutes les démarches qui visent à démontrer que personne n'est inemployable et que c'est aussi à la société de changer son regard et aux structures de faire des passerelles, c'est positif, quel que soit le fait que là, on n'est pas sur un dispositif classique que le ministère du Travail, DET et IAE, on est sur quelque chose lié à un fonds d'expérimentation. Et peu importe, ça part du même principe qu'il faut changer les regards sur les personnes qui n'ont pas travaillé pendant quelques temps et elles-mêmes vont aussi pouvoir se mobiliser moyennant un accompagnement adapté. Donc, je ne le vois que de manière extrêmement positive. Sachez quand même que Territoire zéro chômeur, c'est une belle utopie et c'est un projet dans lequel moi je me suis engagé fortement personnellement en tant que trésorier d'Active 18, qui est l'entreprise à but d'emploi du 18e arrondissement. Mais là aussi, c'est une aventure au long cours parce que ce n'est pas en 2 temps, 3 mouvements qu'on atteint l'exhaustivité sur un quartier qui, en général, a été choisi par la puissance publique locale, en l'occurrence la mairie, pour justement être particulièrement sinistré socialement. Je partage ce que dit M. Monnier. Il ne faut pas du tout que les… D'ailleurs, ce n'est pas un dispositif, territoire zéro chômeur longue durée, c'est vraiment un projet sur une échelle bien définie, qui peut être déterminé souvent par une collectivité locale. Et c'est vraiment quelque chose qui doit venir en complément avec les dispositifs qui existent déjà. Donc, c'est vraiment important l'idée qu'il n'y ait pas de concurrence, mais que c'est quelque chose de complémentaire pour répondre à cette à ce théorème qui est posé, le concept qui est posé de cette expérimentation, c'est personne n'est inemployable. En effet, tout le monde qui a une volonté et qui est demandeur d'emploi longue durée et qui souhaite
du coup retrouver un emploi doit pouvoir se voir offrir une proposition. Donc l'idée c'est de recenser toutes ces personnes-là et après voir quelles sont leurs compétences, sur quoi elles pourraient se mobiliser pour après créer ces entreprises à but d'emploi qui du coup vont permettre de répondre aux besoins des territoires, mais aussi de recruter ces personnes en lien avec leurs compétences. Mais alors nous, en Mayenne, on est concernés sur 2 territoires, hein, sur un territoire au niveau de la ville de Laval et puis sur la ville de Mayenne. Et c'est vrai que c'est une expérimentation qui prend beaucoup de temps parce que du coup, il faut vraiment prendre le temps de recenser tout le public et de travailler aussi avec les acteurs économiques sur les territoires pour que du coup, il y ait une synergie et que du coup, ça permette de mieux travailler ensemble et de répondre à ces attentes. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Peut-être le temps de prendre une dernière question, s'il y en a une. Une dernière sur l'accès au droit, on en a parlé. J'ai entendu que vous étiez un peu sceptique sur certaines modalités de générer l'accès au droit de manière automatique. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour favoriser l'accès au droit sur le RSA? C'est un gros sujet qui a été soulevé par de nombreuses associations. Je pense à ATD, mais plein d'autres aussi. Ça semble assez compliqué et j'ai pas l'impression qu'il y ait d'énormes progrès en fait, dans ce domaine-là, enfin, sur le RSA en particulier. Ça, c'est vrai que c'était une critique, hein. Il y a des rapports qui sont parus récemment où on voit, alors je ne saurais pas dire, j'ai plus les chiffres en tête, peut-être que M. Monnier les a, mais c'est vrai qu'il y a un taux de non-recours à ce droit-là qui est quand même le minimum pour vivre, qui est quand même assez étonnant de se dire que du coup, il y a des personnes qui pourraient y prétendre, mais qui malheureusement ne font pas les demandes. Donc ça, c'est une constatation, c'est vrai, c'est une problématique. Maintenant, quelles seraient les solutions pour faciliter ces accès au droit? Un peu comme disait M. Allais, enfin, je veux dire, s'il y avait une automaticité, il faut que ça soit accompagné. C'est pas de dire, bah voilà, il suffit qu'il y ait un recoupement et en lien avec les échanges de fichiers et de données, hein, puisque du coup, on sait que la CAF et la MSA récupèrent les données des impôts, les déclarations des impôts, et que en lien avec notamment les demandes d'allocation logement, maintenant c'est des déclarations trimestrielles, et donc du coup le fait d'avoir ces éléments-là, ça permettrait d'avoir automatiquement le RSA. Si on est vraiment dans cette automaticité, il faut que ça soit accompagné. Il ne faut pas que du coup la personne reçoive un courrier en disant vous êtes bénéficiaire du RSA et voilà, vous allez recevoir tant, quoi. Si on se limite à ça, ça sera pas suffisant. Il faut en effet que ça soit relayé et qu'aussitôt il puisse y avoir une information sur les droits et les devoirs et sur après quel va être l'accompagnement qui va être mis en œuvre. Mais c'est vraiment une question, oui, importante. Et alors, c'est vrai qu'on peut se dire aussi que le fait que ce soit maintenant dématérialisé, peut-être que ça met un frein, hein, parce que c'est vrai qu'on sait qu'il y a certaines personnes, le fait de créer une adresse mail, le fait, c'est pas automatique, donc c'est compliqué. Je sais pas, j'ai pas forcément de proposition. Je sais pas si Monsieur Monnier, vous en avez, vous, à votre niveau. Non, pas spécialement. J'ai une conviction, c'est qu'il y a bien plus de non-recours que de fraudeurs dans les aides publiques en général. Et que si c'était simple, ça se saurait. Mais effectivement, cette dimension de non-recours, elle est forte parce que notre pays est assez complexe quand même pour des gens qui n'en maîtrisent pas tous les codes sociaux et administratifs et technologiques. Ça, c'est clair. Très bien. Bon. Écoutez, je trouve que cette réponse sonne sur cette interrogation qui reste flottante. En tout cas, ça sonne la fin de cette conférence. Une dernière question. C'est pas une question, c'est une réaction par rapport à la question de mon recours, justement. Je ne sais pas si. Enfin, il y a le RSJ qui a été déployé également à Lyon, qui concerne les jeunes. Et la question de mon recours est aussi un sujet assez important. Et pourtant, c'est des jeunes qui sont très isolés, qui sont souvent, on va appeler des jeunes dits invisibles. Donc pour autant, le fait que la communication soit faite sur Internet, etc., ça n'a pas facilité l'accès au droit à ces jeunes-là.
Et je me disais, enfin, c'est peut-être à voir sur le long terme, mais comparer ces deux, la mise en place du RSJ, la mise en place du RSA, et voir quels sont les freins qui pourraient être identifiés communs à ces types de populations. À ma connaissance, c'est une formulation intéressante parce que la métropole de Lyon a l'avantage d'être à la fois département et une métropole. Et ils ont mis des moyens du coup en ciblage de la population, pas trop de limites sur le nombre d'entrées au départ, mais par contre, à ma connaissance, il y a bien un accompagnement obligatoire à un contact avec un ou des travailleurs sociaux, etc. Voilà, donc c'est intéressant. Une expérience sur les sujets de recours, non-recours. Nous, on a l'expérience de la carte sortir sur Rennes, un métropole qui permet à des personnes à faible revenu ou à des étudiants boursiers, pas tous, partout, de bénéficier de réductions sur d'activités sportives, culturelles, etc. Même sur la cible étudiante où on travaille avec le CROUS pour envoyer automatiquement un mail à tous les boursiers concernés pour l'année passée, etc. On se rend compte que du coup, ça marche plutôt pas trop mal sur le fait que les étudiants font la démarche assez simple en termes de téléprocédure et passent charger leur carte. Par contre, quand on regarde la consommation, entre guillemets, après l'utilisation, elle est en fait assez faible. On a un peu peur, budgétairement, d'être débordé à la métropole. Il y a eu un peu un impact Covid, mais c'est ça. Donc, en tout cas, l'automaticité ou une attribution de droits, c'est une première étape, mais s'il n'y a pas autre chose après, qui passe par de l'information, qui passe par des échanges pour que les gens s'autorisent plus parfois à utiliser un droit qu'ils ont. On fait comme un peu de choix. L'humain, c'est utile en complément. Parfait. Donc, je voulais remercier déjà nos trois intervenants, donc Sophie Collet, Jean-Pierre Monnier et Patrice Allais, pour leurs interventions qui nous ont apporté à tous des éclairages sur le challenge que représente l'insertion par l'emploi. Et j'espère que cette conférence aura été enrichissante pour vous tous en visio ou dans la salle. Et puis elle fera le lien parfait avec celle de demain concernant le développement économique. Est-ce que je peux dire juste un petit mot en guise de conclusion? Vous qui êtes étudiant et qui êtes jeune, soyez comme vous êtes, hein, et vivez plusieurs vies professionnelles. C'est ça qui est intéressant aussi. Venez nous bousculer et bousculer les cadres établis. Merci.